Pourquoi y a-t-il en Suisse une séparation entre territoires constructibles et non constructibles? Quels étaient les motifs qui ont poussé à réglementer strictement la construction hors zone à bâtir? Quels acteurs se sont engagés pour cette séparation et comment s'est déroulé le processus politique? Ce bref historique de la construction hors zone à bâtir répond à ces questions. Hors de la zone à bâtir, le législateur prévoit qu'il est en principe interdit de construire. On ne peut y ériger que ce qui ne peut pas être situé en zone à bâtir, c'est-à-dire ce dont l'implantation est imposée par sa destination. La zone agricole doit être réservée à l'agriculture. Le principe de la séparation entre territoires constructibles et territoires non constructibles est si essentiel en Suisse qu'il est cité dès la première phase de la loi sur l'aménagement du territoire. Et ce principe est aussi ancien que l'aménagement du territoire lui-même. En 1933, Armin Meili, pionnier de l'aménagement du territoire, demandait que le sol soit divisé en 3 zones. L'espace nourricier, l'espace de production avec l'habitat et les lieux de travail, et l'espace de circulation. L'espace nourricier devait être réservé à l'agriculture. Mais pourquoi l'architecte Armin Meili voulait-il diviser toute la Suisse en zones d'utilisation? Pourquoi réclamait-il un aménagement du territoire suisse? Parce que le sol est une ressource limitée qui ne peut pas être multipliée. Nous devons donc ménager le sol. Armin Meili déplorait alors « La perte de territoire agricole est devenue une véritable tragédie. Les agglomérations se développent de manière anarchique. La construction effrénée s'étend en Suisse. » Meili voulait intervenir contre l'absence de planification et le mitage du paysage afin d'imposer une occupation ordonnée du territoire, de prévenir la spéculation foncière et de garantir la sécurité alimentaire. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. En Suisse, le mot d'ordre devient « Notre pays doit se préparer à une bonne part d'autosuffisance si nous ne voulons pas que la faim arrive à nos portes ». Le plan Wahlen doit permettre de gagner la bataille pour l'alimentation. Chaque mètre carré de terre cultivable, chaque exploitation agricole deviennent importants. Dans l'intérêt de la sécurité alimentaire, le Conseil fédéral décide en 1940 de prendre des mesures contre la spéculation foncière, car l'industrie et l'habitat occupaient de plus en plus de terres arables et les prix des terrains augmentaient. Tout terrain était potentiellement constructible. Pour l'agriculteur d'aujourd'hui, le sol est un moyen de production qu'il doit souvent payer cher, écrivait la Schweizer Bauzeitung. Afin d'empêcher l'achat de propriétés foncières agricoles par des non-agriculteurs, une autorisation administrative devient obligatoire en 1940 pour le transfert de propriétés de parcelles agricoles. La lutte pour la sécurité alimentaire pendant la Seconde Guerre mondiale a fait prendre conscience de l'importance de l'agriculture. Dès 1943, le Conseil fédéral donne ainsi le mandat de préparer une nouvelle législation agricole et un nouveau droit foncier pour l'après-guerre. Il s'agissait d'empêcher la spéculation foncière et le changement d'affectation des sols agricoles après la guerre pour protéger les terres cultivables. Tout était considéré comme du terrain à bâtir potentiel. Il fallait intervenir. Quand je lui ai expliqué tout ça, mon chef de l'époque s'est exclamé « Mais c'est grave, pire que Berlin à la fin du 19e siècle. Il faut corriger ça. » Vint alors la loi fédérale de 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale qui prévoyait une opposition facultative en cas de vente de terrain à des fins spéculatives. Mais il est vite apparu que cette loi était inefficace. Une révision législative était nécessaire.
Des voix se sont élevées pour que les terres cultivables, compte tenu de leur éminente importance économique, ne soient pas considérées comme des marchandises dont on peut disposer à son gré. Les milieux paysans ont exigé l'introduction d'une zone agricole prévoyant de strictes restrictions d'utilisation. Le succès de la loi fédérale sur les forêts adoptée en 1876 et de son interdiction de défricher montre à quel point des restrictions d'exploitation strictes peuvent être efficaces. L'interdiction de défricher était la réponse à la déforestation et à l'augmentation des inondations et des glissements de terrain qui en résultaient. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les forêts, il existe un principe largement accepté politiquement et socialement, selon lequel la forêt est protégée. La rigueur de ce principe a été conservée strictement depuis son introduction il y a près de 150 ans. Dieu merci, nous avions la protection des forêts. Elle est venue en premier parce qu'ils avaient pêché et trop déboisé. Il y a eu des glissements de terrain et on en a tiré les leçons. Heureusement qu'on en a tiré les leçons dès la fin du 19e siècle. Alors, pratiquement toute la forêt a été mise sous protection dans notre pays. C'est merveilleux. En 1959, l'Union suisse des paysans déposait une requête demandant l'introduction de la zone agricole. En 1963, les travaux de préparation d'un avant-projet de révision de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale étaient achevés. Le projet prévoyait la délimitation de zones à bâtir, de zones de transition et de zones agricoles. Dans les zones agricoles, seules les constructions servant à l'agriculture et à la sylviculture devaient pouvoir être érigées. La séparation entre zones constructibles et zones non constructibles était également une séparation des marchés fonciers. Les restrictions d'utilisation permettaient de soustraire la zone agricole à la demande de terrain à bâtir, de sorte que les terres agricoles restent abordables pour les agriculteurs. Il fallait prendre conscience qu'il existait désormais différents marchés fonciers et que c'était la planification qui, en fin de compte, déterminait les marchés et non plus le développement. C'est là que se situe l'opposition entre le tribunal administratif zurichois et le tribunal fédéral, que vous connaissez. Le tribunal fédéral dit « on ne peut pas laisser ça au marché, ça doit être fixé par la planification ». En 1964, le professeur Hans Huber, sur mandat du département fédéral de justice et police, établissait dans un avis de droit que la zone agricole nécessitait une base constitutionnelle. Or, celle-ci n'existait pas. Pour la créer, on décida de prendre un train en marche. En effet, à peine un an plus tôt, en 1963, le PS et l'Union syndicale suisse avaient déposé une initiative constitutionnelle qui concernait elle aussi le droit foncier. Pour empêcher la spéculation foncière et la pénurie de logements, l'initiative demandait une planification nationale, régionale et locale, ainsi que l'introduction d'un droit de préemption de la Confédération et des cantons lors de la vente de terrains privés. Le camp bourgeois s'opposa à ce qu'il appelait l'initiative socialiste sur le droit foncier. Néanmoins, sous la pression politique de l'initiative, on en vint à créer les deux articles sur le droit foncier, l'article 22 ter sur la garantie de la propriété et l'article 22 quater sur l'aménagement du territoire. En 1969, ils étaient acceptés par le peuple et les cantons. L'article constitutionnel 22 quater fixait comme objectif de l'aménagement du territoire l'utilisation judicieuse du sol et l'occupation rationnelle du territoire. La base constitutionnelle requise pour la zone agricole était ainsi créée. L'introduction de la zone agricole nécessitait toutefois une seconde étape, une loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Celle-ci s'est fait attendre jusqu'en 1980 et l'attente de la zone agricole a donc continué.
On construisait partout, comme des fous. Et surtout, des maisons individuelles, absolument partout. C'est pourquoi nous avons dû dire aux communes, « Attention, vous ne pouvez pas simplement éparpiller ça dans le paysage. » Mais à cette époque, les événements se sont précipités et la zone agricole a été devancée en tant que moyen de séparer zones constructibles et non constructibles. Au début des années 70, l'économie, et avec elle le secteur de la construction, tournait à plein régime. On construisait, construisait, construisait. L'article constitutionnel seul n'était d'aucune aide en matière d'aménagement. C'est pourquoi un petit groupe d'acteurs est intervenu en 1972 et a été à l'origine d'un arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire. Celui-ci assurait à titre de mesure immédiate la préservation du paysage, le maintien des espaces de détente et la protection des zones dangereuses à l'aide de ce qui était appelé des zones protégées à titre provisoire. Cet arrêté a été prolongé jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire en 1980 et a permis d'éviter bon nombre d'atteintes liées à l'étalement urbain. J'ai été étonné que le Parlement prenne cette décision. Et le conseiller fédéral Furgler, je dois dire qu'il était derrière à 100%. Il venait d'entrer au Conseil fédéral. Au fond, c'était en quelque sorte un acte révolutionnaire dans le fédéralisme. Dans les années 60, la conjoncture, la surchauffe de la conjoncture, l'urbanisation, les choses énormes qui se passaient, on a dit, maintenant quelqu'un doit vraiment frapper un grand coup. Je dois dire que c'est l'une des meilleures choses que la Confédération ait faites en matière d'environnement et d'aménagement du territoire. L'une des meilleures choses. En 1972, entrait également en vigueur la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux. L'élément déclencheur de cette révision avait été l'épidémie de typhus de 1963 à Zermatt. Plus de 400 personnes étaient tombées malades et 3 étaient décédées. Cette épidémie a provoqué un traumatisme national. Il fallait agir. Avec la révision de la loi sur la protection des eaux, les permis de construire pour les nouvelles constructions et les transformations ne pouvaient être accordés que si ces ouvrages étaient situés dans le périmètre d'un plan directeur des égouts et si le raccordement aux égouts était garanti. Grâce à la nouvelle loi sur la protection des eaux et son objectif de prévention des risques, il devenait possible de séparer zones constructibles et non constructibles. L'année 2022 marque le 50e anniversaire de ces deux jalons, l'arrêté fédéral urgent et l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des eaux révisée qui ont influencé directement la construction hors zone à bâtir. Ils ont anticipé la séparation entre territoires constructibles et non constructibles et ont été les précurseurs au niveau du droit fédéral du principe de l'implantation imposée par la destination au sens de l'article 24 lat. Prenez le magnifique exemple de la plaine de Magadino. Si vous n'y êtes pas encore allé, je vous invite à le faire. Une planification y a été lancée. Maintenant que cette plaine a été complètement morcelée, couverte de constructions et saccagée, et qu'il n'y a vraiment plus rien à sauver, même le plus obtus a compris que ce n'était plus possible. Et maintenant on dit, aménagiste, vous devez faire quelque chose. Mais maintenant il est trop tard. Plus de 10 ans après l'adoption de l'article constitutionnel sur l'aménagement du territoire, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire entrait finalement en vigueur en 1980. Elle introduit la zone agricole à l'article 16 et elle règle à l'article 24 les conditions auxquelles des exceptions sont possibles pour des constructions et installations hors de la zone à bâtir. Un objectif fondamental de la loi sur l'aménagement du territoire était la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.
jusqu'à ce qu'ils révisent la loi au sujet de l'agriculture, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans la zone agricole. L'objectif principal était pleinement atteint. Quels étaient les motifs de l'introduction de la zone agricole? Le monde paysan la voulait. Ils m'ont félicité à l'époque. Ils ont approuvé la loi. Ils voulaient ça. Et deuxièmement, ils voulaient que, dans les communes, on en arrive enfin à une clarification des tâches, à propos des zones, de l'équipement des zones, etc. Les années 80 ont vu l'institutionnalisation de l'aménagement du territoire au niveau fédéral et l'élaboration du plan sectoriel des surfaces d'assolement. Mais le début des années 90 a été marqué par une perte d'importance de l'aménagement du territoire. Le secteur immobilier s'est effondré et la crise bancaire a suivi. Le nouveau mot d'ordre était dérégulation. L'intensification de l'agriculture et la nouvelle politique agricole imposaient aux agriculteurs d'adapter leur exploitation. Cela a augmenté la pression sur la zone agricole. L'Union suisse des paysans demandait désormais que celle-ci soit ouverte à des formes d'exploitation indépendantes du sol. Une intervention politique du conseiller aux États, Ulrich Zimmerli, a abouti à la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire de 1998, qui a permis une ouverture contrôlée de la zone agricole. Les révisions partielles de la LAT, qui ont suivi dans les années 2000, ont élargi à plusieurs reprises le catalogue des installations conformes à la zone ou admises sur dérogation en zone agricole. Cela a conduit à un affaiblissement des restrictions d'utilisation qui avaient été demandées dans les années 60 par les politiciens proches des milieux agricoles, comme mesure contre la spéculation foncière et pour la préservation des terres cultivables, la protection du paysage et la sécurité alimentaire. Juste encore une chose. Je suis d'accord que les zones constructibles et non constructibles doivent rester séparées. Mais le manque d'imagination de notre aménagement du territoire suisse vis-à-vis des zones non constructibles est catastrophique. Il n'y a pas que la réglementation de la construction hors zone à bâtir. Ça, c'est un échec total. Mais que se passe-t-il alors dans la zone non constructible? Personne ne propose une vision conceptuelle, personne ne donne une analyse.